Le téléphone vibra sur la table de nuit. Et Marie décrocha sans regarder l'écran. « Allô » murmura-t-elle. Encore ensommeillée. La voix de sa mère éclata comme un coup de tonnerre. « Marie ? C'est vrai ce que j'ai vu sur cette photo ? Toi ? Avec cette femme ? En train de vous embrasser ? » Le monde de Marie s'effondra en un instant, la photo volée, postée anonymement sur les réseaux sociaux, venait de révéler son secret le plus gardé, transformant sa vie en un chaos irréversible où famille, amis et société la jugeraient sans pitié. Marie se redressa d'un bond, le cœur battant la chamade. Comment était-ce possible ? Elle avait toujours été si prudente, évitant les démonstrations d'affection en public avec Sophie, sa compagne depuis 2 ans. Mais cette soirée-là, à la fête d'anniversaire d'une amie commune, elle s'était laissée emporter par l'euphorie. Un baiser fugace sous les lumières tamisées. Quelqu'un avait capturé l'instant. Et maintenant, tout était exposé. Sa mère, fervente catholique pratiquante, vivant dans une petite ville de Provence où les traditions pesaient comme des chaînes, ne pardonnerait jamais. Maman, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia Marie. Mais les mots sonnaient faux même à ses oreilles. Sophie, encore endormie à ses côtés dans leur appartement parisien, remua légèrement. Marie posa une main tremblante sur son épaule, la réveillant en douceur. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Sophie. Ses yeux bleus s'ouvrant sur un regard inquiet. Marie lui tendit le téléphone, où les messages affluaient déjà, des amis choqués, des cousins outrés, et pire. Un ultimatum de son père, rentre à la maison immédiatement, ou ne revient jamais. La tension monta d'un cran. Sophie, issue d'une famille libérale de Lyon, avait toujours assumé son orientation. Mais Marie, élevée dans un cocon conservateur, luttait contre des démons intérieurs depuis l'adolescence. Ce révélation forcée n'était pas seulement une humiliation publique, c'était le début d'une guerre intestine entre son amour pour Sophie et son attachement viscéral à sa famille. Les heures suivantes furent un tourbillon d'émotions. Marie arpenta le salon, téléphone en main, répondant à des appels accusateurs. Sa sœur cadette, Élise, pleurait au bout du fil. « Comment as-tu pu nous faire ça ? Les gens parlent. » Marie, le curé de l'église a même appelé maman pour prier pour ton âme. Chaque mot était une lame, creusant plus profond dans les blessures de Marie. Elle se rappelait les dimanches à l'église, les repas de famille où l'on célébrait les mariages hétérosexuels comme des sacrements, et les regards en coin quand elle refusait les avances des garçons du village. À 28 ans, elle avait fui vers Paris pour étudier le droit, espérant y trouver la liberté. Mais le passé la rattrapait toujours. Sophie tenta de la calmer, préparant un café fort dans la cuisine exiguë. « On va affronter ça ensemble » dit-elle d'une voix ferme. Mais Marie perçut une fêlure. Sophie, à 32 ans, avait déjà vécu une rupture douloureuse à cause de pressions familiales similaires. Et elle craignait que Marie ne craque sous le poids. « Et si je dois choisir » murmura Marie, les larmes aux yeux. Sophie s'approcha, la serrant dans ses bras. « Tu n'as pas à choisir. C'est eux qui doivent t'accepter. » Mais au fond d'elle, Marie savait que ce n'était pas si simple. La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage pour tous, cachait encore des poches de conservatisme, surtout dans les campagnes. Les médias sociaux amplifiaient tout, transformant un baiser innocent en scandale.
Le soir venu, Marie décida d'affronter sa famille. Elle prit le TGV pour Avignon, laissant Sophie derrière avec une promesse: je reviens vite. Le trajet fut un calvaire intérieur, elle imaginait les visages déçus. Les accusations de trahison. À l'arrivée, sa mère l'attendait sur le quai, les yeux rougis. Entre. On va parler, dit-elle d'un ton glacial. La maison familiale, avec ses volets bleus et son jardin fleuri, semblait soudain hostile. Autour de la table de la cuisine, son père, un retraité stoïque, croisa les bras. Explique-toi. Marie. Es-tu comme ça? Le mot lesbienne resta suspendu, imprononçable dans cette pièce imprégnée de tradition. Marie inspira profondément. Oui. Papa. J'aime Sophie. Ça ne change rien à qui je suis. Les mots libérateurs déclenchèrent une tempête. Sa mère éclata en sanglots: c'est contre nature. Pense à ton avenir. À des enfants. Son père secoua la tête: et ton héritage? La famille compte sur toi pour perpétuer le nom. Marie sentit une rage monter: comment pouvait-il réduire son amour à une menace pour leur lignée? Elle argumenta, évoquant l'égalité, les droits. Mais chaque parole creusait un fossé plus large. Élise, présente, resta silencieuse, partagée entre loyauté sororale et peur du jugement social. La nuit fut interminable. Marie dormit dans sa chambre d'enfance, entourée de souvenirs qui la narguaient, photos de famille souriantes, où elle jouait le rôle de la fille parfaite. Au petit matin, un message de Sophie la réconforta: je t'aime. Bats-toi. Mais un appel anonyme suivit, un ancien ami du village, menaçant de diffuser plus de photos si elle ne rentrait dans le rang. La paranoïa s'installa: qui l'avait trahi? Était-ce un collègue jaloux? Ou pire, quelqu'un de proche? Marie comprit que ce n'était que le début, les choix à venir la déchireraient. De retour à Paris, elle trouva Sophie en train de faire les valises. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Marie. Paniquée. Sophie leva les yeux. Déterminée: si tu ne peux pas affronter ça, je pars. Je ne veux pas être ton secret plus longtemps. Le choc fut brutal, Marie réalisa que son indécision blessait celle qu'elle aimait le plus. Elles s'assirent sur le canapé, mains entrelacées, et parlèrent des heures. Sophie raconta son propre coming out. Les amis perdus, mais la liberté gagnée. Marie, inspirée, décida d'assumer publiquement. Elle posta une déclaration sur les réseaux: oui, j'aime une femme. Et je suis fière. Les réactions fusèrent: soutien de certains, haine d'autres. Mais le vrai test viendrait de sa famille. Les jours suivants, les tensions s'accumulèrent. Au travail, dans un cabinet d'avocats parisien, des collègues murmuraient. Une cliente conservatrice annula un rendez-vous. Marie se sentait exposée, vulnérable. Sophie, professeure d'histoire, subissait aussi des regards en coin à l'université. Leur relation, autrefois havre de paix, devenait un champ de bataille. Une dispute éclata un soir. Tu regrettes? Accusa Sophie. Non. Mais c'est dur, admit Marie. Elles se réconcilièrent dans les larmes, mais une graine de doute était semée. Puis vint l'invitation inattendue, une cousine éloignée, openliguée,
contacta Marie pour offrir son soutien. Viens à une manifestation pour les droits LGBTQ+, proposa-t-elle. Marie hésita. Mais Sophie insista. À la marche, entourée de drapeaux arc-en-ciel, Marie sentit un élan de solidarité. Pour la première fois, elle se vit non comme une anomalie, mais comme partie d'une communauté. Pourtant, un appel de sa mère interrompit l'euphorie, « Ton père est à l'hôpital. Crise cardiaque. Il dit que c'est à cause du stress que tu as causé. » La culpabilité frappa comme un poignard. Était-ce sa faute? Avait-elle poussé trop loin? Marie raccrocha. Le visage blême. Sophie la serra contre elle, « Ce n'est pas ta faute. » Les médecins diront quoi? Mais Marie était déjà en route pour l'hôpital d'Avignon. Le train filant à travers la campagne française comme un projectile vers son passé. À l'arrivée, l'odeur antiseptique et les couloirs blancs accentuèrent son angoisse. Son père, branché à des machines, leva une main faible. Marie. Pourquoi, murmura-t-il. Sa mère, assise à côté, lança un regard accusateur, « Regarde ce que tu as fait. » Les mots pesèrent comme un verdict, Marie se sentit coupable d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Son amour transformé en poison familial. Élise, arrivée peu après, tenta de tempérer, « Papa. Ce n'est pas le moment. » Mais le mal était fait. Marie passa la nuit au chevet de son père, revivant des souvenirs, les promenades dans les vignes, les leçons de vie sur l'honneur familial. À 60 ans, il incarnait la tradition provençale, où les rôles genrés étaient sacrés. Je voulais te voir mariée, avec des enfants, confia-t-il plus tard, quand il reprit des forces. Marie, les yeux baissés, répondit, je peux être heureuse autrement. Mais il secoua la tête, pas dans notre monde. De retour à Paris, la crise cardiaque devint un tournant. Sophie, compréhensive mais ferme, posa un ultimatum, choisis-nous. Ou perds-moi. Marie, déchirée, consulta une thérapeute spécialisée en questions LGBTQ+. Vos conflits intérieurs sont normaux, expliqua la psy. Mais réprimer qui vous êtes mène à la destruction. Les séances révélèrent des couches de honte internalisées, fruit d'une éducation rigoriste. Marie se rappelait l'adolescence, quand elle avait écrasé ses premiers émois pour une camarade de classe, craignant le rejet. Pendant ce temps, la société amplifiait le drame. Un article local en Provence titrait « Scandale familial, la fille prodigue choisit l'amour interdit ». Les commentaires en ligne étaient virulents, « Honte à elle » ou « C'est contre Dieu ». Marie reçut des messages haineux, certains anonymes, d'autres de vieux amis. Sophie, pour la protéger, bloqua les comptes. Mais la paranoïa grandit. Qui est derrière ça, se demanda Marie. Une enquête discrète révéla que c'était un ex-petit ami éconduit, jaloux, qui avait posté la photo initiale. La trahison la blessa profondément, elle porta plainte. Mais le processus judiciaire ajouta du stress. Au milieu du chaos, une lueur, la cousine, Camille, devint une alliée. À 35 ans, openly lesbienne et mariée, elle invita Marie et Sophie à dîner. J'ai perdu des amis, mais gagné la paix, raconta Camille. Sophie, enthousiaste, encouragea Marie à s'ouvrir. Mais un appel d'Élise interrompit,
maman veut te déshériter si tu persistes. La pression financière s'ajouta, Marie dépendait encore partiellement de l'aide familiale pour son appartement. Je dois choisir entre amour et sécurité, confia-t-elle à Sophie. Qui répondit, l'amour vrai est la vraie sécurité. Les semaines passèrent en un tourbillon de confrontation. Marie confronta sa mère lors d'une visite, pourquoi ne peux-tu pas m'accepter? La réponse fut dévastatrice, parce que ça me brise le cœur. Je t'ai élevé pour être normal. Le mot normal résonna comme une insulte. Marie partit en claquant la porte. Mais le doute s'insinua. Et si elle abandonnait Sophie pour apaiser sa famille? L'idée la terrifia. Mais les nuits blanches la hantaient. Sophie, sentant la distance, organisa une escapade à la côte normande. Sous le soleil atlantique, elles marchèrent sur la plage, main dans la main. Souviens-toi pourquoi on s'aime, dit Sophie, rappelant leur rencontre dans un séminaire sur l'histoire féminine. Marie, avocate passionnée par les droits des femmes, avait été captivée par l'intelligence de Sophie. Leur premier baiser, sous la pluie parisienne, avait scellé un lien profond. Je ne veux pas te perdre, murmura Marie. Elles firent l'amour émotionnellement, sans détails physiques, renforçant leur connexion. Mais le retour à la réalité fut brutal. Son père, sorti de l'hôpital, envoya une lettre, reviens à la raison. Oublie-nous. Marie, en larmes, montra le courrier à Sophie. C'est du chantage affectif, dit celle-ci. Ensemble, elles décidèrent d'une contre-attaque, inviter la famille à Paris pour une discussion ouverte. Élise accepta d'abord, arrivant seule. Je te soutiens en secret, avoua-t-elle. Mais maman est inflexible. La soirée se transforma en débat houleux sur la morale, la religion et l'amour. Élise, influencée, promit de plaider pour Marie. Pourtant, une trahison inattendue surgit. Sophie, sous pression, confia à une amie commune ses doutes sur la relation. L'amie, par inadvertance, le répéta à un collègue de Marie, qui l'utilisa pour la discréditer au travail. Marie, apprenant cela, se sentit trahie. Comment as-tu pu, accusa-t-elle Sophie. La dispute fut féroce, Sophie s'excusa. Mais la confiance était ébranlée. Peut-être qu'on n'est pas faite pour ça, lâcha Marie dans un moment de faiblesse. Sophie partit chez une amie, laissant Marie seule avec ses démons. Les jours suivants furent un abîme de solitude. Marie erra dans Paris, visitant la Seine, le Louvre, cherchant des réponses dans l'art. Une exposition sur les femmes rebelles l'inspira, elle pensa à Simone de Beauvoir. Défiant les normes. Je dois choisir mon chemin, se dit-elle. Un appel de Camille la motiva, ne laisse pas la société te dicter ta vie. Marie rappela Sophie, s'excusant. Elles se réconcilièrent, mais avec une nouvelle résolution, affrontée ensemble. La haute tension culmina quand la mère de Marie débarqua à Paris sans prévenir. Je viens te ramener, déclara-t-elle. La confrontation dans l'appartement fut explosive. Sophie défendit leur amour, Marie est heureuse avec moi. La mère, choquée, répliqua, c'est une phase. Marie, enfin affirmée, dit, non. C'est qui je suis. La mère partit en pleurs, mais planta une graine, pense à l'avenir de la famille. Les répercussions de cette visite se firent sentir immédiatement.
Marie reçut un email de son notaire familial, une modification du testament, la déshéritant partiellement. C'est leur façon de me punir, confia-t-elle à Sophie. Kiraja, c'est illégal moralement. Mais en France, les héritages étaient sacrés. Et Marie sentit le poids économique. À 28 ans, elle gagnait bien. Mais perdre le soutien familial signifiait des sacrifices. Sophie, solidaire, proposa de partager les frais, on est une équipe. Au travail, les murmures devinrent ostracisme. Un partenaire du cabinet, conservateur, la relégua à des dossiers mineurs. C'est de la discrimination, s'indigna Marie, déposant une plainte interne. Le processus révéla des alliés inattendus, une collègue lesbienne, en couple discret, offrit son témoignage. Tu n'es pas seule, dit-elle. Cette solidarité renforça Marie, mais accentua ses conflits intérieurs. Était-il juste de forcer l'acceptation, au risque de briser des liens? Sophie, de son côté, affrontait ses propres démons. À l'université, un étudiant homophobe lança une pétition contre l'influence LGBTQ+ dans l'enseignement. Sophie, outrée, organisa un débat public. Marie l'accompagna, tenant sa main devant tous. Le geste, symbolique, attira les médias, un article positif dans Libération. Mais des trolls en ligne. On devient des symboles, murmura Sophie. Épuisée. Marie acquiesça, mais à quel prix? Une trahison plus profonde émergea quand Élise avoua. J'ai dit à maman où trouver ton adresse. Blessée, Marie confronta sa sœur. Pourquoi? Élise pleura. Je pensais que ça aiderait à réconcilier. La loyauté familiale se fissurait, Marie se sentit isolée, questionnant ses racines. Peut-être que je dois couper les ponts, confia-t-elle à la psy. La réponse fut nuancée, le deuil d'une famille idéale est douloureux, mais nécessaire pour guérir. Les choix moraux s'intensifièrent. Sophie reçut une offre d'emploi à Berlin. Mieux payée. Et si on partait, proposa-t-elle. Marie hésita, fuir signifierait abandonner la lutte. Mais rester risquait l'épuisement. Elles débattirent des nuits entières, pesant les pour et contre. Je t'aime assez pour rester, dit Sophie. Mais Marie sentit une réticence, était-ce une échappatoire déguisée? Un événement inattendu accéléra les choses, le père de Marie, affaibli, demanda une visite. À Avignon. Il confia, j'ai réfléchi. L'amour est l'amour. Ému, il serra la main de Marie. Mais ta mère. La mère, présente, resta muette. Ce demi-pardon fut un baume, mais insuffisant. De retour, Marie partagea la nouvelle avec Sophie, qui jubila, un pas en avant. Pourtant, la société frappa plus fort. Une manifestation anti-LGBTQ+ à Paris tourna à l'affrontement. Marie et Sophie, y participant en contre-manifestation, furent prises à partie. Un projectile effleura Sophie, la blessant légèrement. À l'hôpital, Marie paniqua, c'est ma faute? Pour t'avoir entraînée. Sophie, bandée, répondit, non. C'est la leur. Pour leur haine. L'incident renforça leur lien, mais souligna les dangers. La récupération fut un temps de réflexion. Marie écrivit une lettre à sa famille, acceptez-moi. Ou perdez-moi.
La réponse de sa mère fut déchirante. « Viens seule. » Sans elle. Marie refusa, choisissant Sophie. Élise, médiatrice, organisa une rencontre neutre dans un café lyonnais. Là, les vérités éclatèrent, la mère avoua sa peur du qu'en dira-t-on. Le père son regret d'avoir été dur. Sophie, présente, défendit leur couple avec éloquence. Mais une révélation choqua tous, Élise confia être bisexuelle. En secret. C'est pour ça que je te soutiens. La mère, effondrée, réalisa l'étendue de son aveuglement. J'ai échoué en tant que mère, murmura-t-elle. Le dîner se transforma en catharsis familiale. Avec larmes et étreintes hésitantes. De retour à Paris, Marie et Sophie célébrèrent cette avancée. On a gagné une bataille, dit Marie. Mais Sophie, pensive, avoua, j'ai failli te quitter. La vulnérabilité approfondit leur amour, mais planta des graines de vigilance. Les mois suivants virent des changements lents. La famille visita Paris, rencontrant Sophie formellement. Les conversations étaient tendues, mais progressives. Au travail, la plainte de Marie aboutit à une promotion, affirmant ses droits. Sociétainement, elles s'engagèrent dans une association LGBTQ+, transformant leur douleur en action. Pourtant, un nouveau conflit surgit, Sophie voulait un enfant. Via adoption ou PMA. Marie, influencée par son éducation, douta, et si on reproduit les erreurs? Le débat éthique les divisa, Sophie insista sur le droit à la parentalité. Marie craignit les jugements. La question de la parentalité devint un gouffre. Sophie, à 32 ans, sentait l'horloge biologique, je veux une famille avec toi. Marie, hantée par son enfance rigide, répondit, et si on n'est pas prête? Les discussions virèrent aux disputes, Sophie accusa Marie de céder à la pression sociale. Marie reprocha à Sophie d'ignorer les réalités. Dans une France encore divisée, élever un enfant comme couple lesbien est un défi, argumenta Marie. Pour trancher, elles consultèrent une conseillère en adoption. Vos peurs sont valides, dit-elle. Mais l'amour surmonte. Inspirées, elles entamèrent les démarches. Mais la famille réagit mal. La mère de Marie, un enfant sans père? C'est immoral. Le père, plus modéré, conseilla la prudence. Élise, supportive, offrit d'être marraine. Les motins haussés s'intensifièrent, Marie questionna, avons-nous le droit d'imposer ça à un enfant? Au milieu, une opportunité professionnelle pour Marie, un poste à Bruxelles, avec Sophie pouvant enseigner là-bas. Un nouveau départ, proposa Marie. Sophie accepta, mais avec réserve, pas pour fuir. Le déménagement fut un tourbillon, quitter Paris signifiait laisser des amis, mais gagner de la distance avec la famille. À Bruxelles, la vie sembla plus douce. La communauté LGBTQ+ belge était accueillante. Et leur relation fleurit. Mais un appel de la mère brisa l'idylle, ton père rechute. Marie vola à Avignon, trouvant son père affaibli. Je regrette nos disputes, confia-t-il. Aime qui tu veux. Ces mots. Un adieu implicite. Touchèrent Marie. Il mourut paisiblement, laissant un vide immense. Les funérailles furent un test. Sophie accompagna Marie, malgré les regards.
La mère, en deuil, toléra sa présence. Élise murmura, c'est un début. Mais le testament révéla une surprise, Marie héritait pleinement. Avec une note, pour ton bonheur. Émue, Marie vit un pardon posthume. De retour à Bruxelles, le deuil pesa. Sophie soutint Marie. Mais leur projet parental stagna. Attendons, dit Marie. Sophie, frustrée, confia à une amie, peut-être que ce n'est pas pour nous. L'amie, par loyauté mal placée, le répéta à Élise, qui l'utilisa pour convaincre Marie de reconsidérer. La trahison familiale ressurgit, Marie confronta Élise, arrête de manipuler. La tension culmina en une dispute majeure avec Sophie, tu doutes de nous, accusa Marie. Sophie éclata, c'est toi qui hésites toujours. Elles se séparèrent temporairement. Sophie rentrant à Paris. Seule. Marie réfléchit, avait-elle sacrifié trop? Une lettre à Sophie, reviens. On affronte ensemble. La réconciliation fut émouvante. À Paris, elles se jurèrent fidélité. Adoptons, décida Marie. Surmontant ses peurs. Les démarches reprirent. Avec soutien familial timide. La mère, évoluant, envoya un cadeau, un berceau ancien. Pour l'avenir, nota TL. Mais la société testa encore, une loi controversée en France restreignant la PMA pour couples lesbiens. Marie, avocate, s'engagea dans le combat légal. Sophie, historienne, écrivit un article dénonçant l'hypocrisie. Leur activisme les unit, mais attira des menaces. Une nuit, leur appartement fut vandalisé, pédé dehors, bien que mal adressé. La peur s'installa, elles déménagèrent en urgence. Dans ce chaos, une grossesse miracle via PMA en Belgique. Sophie porta l'enfant. Un don anonyme. Marie, excitée et terrifiée, soutint chaque étape. La famille visita. La mère tenant la main de Sophie, je m'habitue. Élise devint tant enthousiaste. La naissance fut un climax émotionnel. La petite Anna arriva, criant sa vie. Marie, tenant le bébé, pleura, notre famille. Sophie, épuisée mais radieuse, murmura, malgré tout. Les mois suivants furent un équilibre précaire. La maternité révéla de nouveaux conflits, jugements à l'école. Questions sur deux mamans. Marie défendit farouchement, mais douta intérieurement. Avons-nous fait le bon choix, se demanda-t-elle. Avec Anna grandissant, les défis s'amplifièrent. À 2 ans, elle posa des questions innocentes, où est papa? Marie et Sophie expliquèrent avec douceur. Mais les regards extérieurs pesaient. À l'école maternelle bruxelloise, une institutrice conservatrice refusa d'inclure leur famille dans un projet sur les structures familiales. Marie, furieuse, porta plainte, gagnant le cas et renforçant son advocatie. La famille française évolua lentement. La mère, veuve, visita souvent, apprenant à aimer Anna. Elle est parfaite, admit-elle un jour, embrassant Sophie. Élise, Open Libye, trouva une partenaire, solidifiant les liens. Mais des rechutes surgissaient, un oncle distant coupa les ponts, accusant de corruption morale. Sophie,
Promu professeur titulaire. Équilibra travail et maternité. Marie. Dans son cabinet européen. Défendit des cas LGBTQ+. Leur vie devint un témoignage, interview, conférence. Mais la fatigue accumulée mena à une crise. Une nuit. Sophie confia, parfois. Je regrette les sacrifices. Marie. Blessée. Répondit, moi aussi. Mais je choisirai encore toi. Un événement dramatique testa leur résilience. Anna. À 4 ans. Fut harcelée à l'école par un enfant répétant les préjugés parentaux. Tes mamans sont bizarres. Marie. Apprenant cela, confronta les parents, éduquez votre fils. La dispute vira à l'affrontement verbal, révélant des biais profonds. Sophie, protectrice, insista pour changer d'école. Ce incident réveilla les traumatismes de Marie. Et si on avait choisi différemment, questionna-t-elle. Sophie. Ferme, on a choisi l'amour. Elles renforcèrent leur unité. Thérapie familiale aidant. Les années passèrent. Anna devenant une ado confiante. À 16 ans, elle affronta ses propres questions identitaires, soutenue par ses mères. La grand-mère, fully acceptante, organisa des fêtes familiales inclusives. Pourtant, un dernier twist, un documentaire sur leur histoire attira l'attention nationale. Des soutiens affluèrent, mais aussi des critiques virulentes. Marie, face à un débat télévisé, défendit « L'amour n'a pas de genre ». Sophie, à ses côtés, ajouta « Mais il a un prix ». À la fin, Marie réfléchit sur le parcours, trahison surmontée, famille reconstruite, société challengée. Était-ce juste de persister malgré la douleur? Avons-nous le droit moral d'imposer notre vérité à une société réticente? Même si cela cause des souffrances irréparables?